Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo un petit peu traditionnelle de chaque fin, chaque début de mois, c'est-à-dire un petit update lecture et aujourd'hui on va traiter mes lectures du mois de mai. Donc en mai j'ai lu 10 livres, franchement je suis plutôt contente. Donc dans ces 10 livres j'ai lu 6 lectures personnelles et 4 livres de cours. Du coup je vais commencer par les lectures personnelles puis je vous montrerai les livres de cours. Et pour un petit peu le plan de cette vidéo, les lectures personnelles ce sera dans l'ordre chronologique et les lectures de cours de celles que j'ai le plus aimées à celles que j'ai le moins aimées. Mais en réalité, en format comme ça à vous montrer, j'ai que 3 livres. Et tous les autres, j'ai pas pu les emmener dans ma valise avec moi quand je suis rentrée chez mes parents pour tourner cette vidéo. Et donc je vous mettrai des petites images. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Autre chose aussi, vous savez quand je fais des petites vidéos mes lectures du mois, je mets souvent des petites images pour faire les résumés. Mais là j'ai fait un vraiment qu'au livre que j'ai aimé parce que vraiment dans ce mois-ci il y a du très bon comme du très mauvais. Si jamais vous voulez un avis beaucoup plus détaillé, je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Les avis sortiront pas tout de suite, franchement je respecte un petit planning, du coup ça mettra peut-être un petit peu de temps à venir. Mon Instagram sera en barre de description et je vous l'écris quelque part à l'écran. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et on peut tout de suite commencer. J'ai vraiment l'impression d'avoir débité cette introduction de vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup de livres à vous montrer. J'ai carrément besoin de m'aider de mon carnet de lecture. Au niveau de mes lectures personnelles, j'ai commencé le mois de mai avec un petit folio classique comme ça. Donc c'est Un cœur simple de Flaubert et en réalité c'est un livre que j'avais acheté pour vider mon passe culture. Donc il me restait je crois 3 €, un truc comme ça. Et ça allait bientôt se périmer puisque j'allais avoir 20 ans et je crois que ça dure 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup j'en ai profité pour acheter un folio à 2 € puisque je trouve que cette collection elle est vraiment sympa pour découvrir des classiques et des auteurs qu'on n'oserait pas lire. Par exemple, Madame Bovary, j'ai très envie de le lire, de Flaubert, mais je préfère commencer avec une nouvelle à 2 €, vous voyez. Du coup dans cette histoire on va suivre Félicité qui est une servante et en fait toute sa vie elle va servir du coup une famille et il va lui arriver plein de choses, genre une succession de choses tristes et pourtant elle va toujours être simple, elle va toujours être gentille et genre donner le meilleur de soi-même, d'où le titre Un cœur simple. Vraiment j'ai trop aimé, en fait c'est très simple mais c'est vraiment l'histoire d'une servante et de sa vie en fait. Et genre j'ai trouvé ça super touchant et super bien écrit. C'était très rapide à lire, c'était très court. Et voilà, en fait, on n'en retire pas forcément quelque chose, mais c'est très touchant. Si vous êtes intéressé par la littérature française et la littérature classique, je vous conseille à 100% ce livre. Suite à ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et j'ai vraiment très envie de finir mes suites de saga et franchement, je me débrouille plutôt bien pour le moment et donc j'ai lu la suite de Divine Rivals, donc juste ici. Et le tome 2 c'était Ruthless Vows. J'ai très peur de mal le prononcer mais c'est de Rebecca Ross et du coup ça fait que j'ai terminé la duologie. Et si j'avais mis 4,5 sur 5 au premier, j'ai fait que changer la note d'ailleurs, vraiment je suis désolée. Mais la note est fixée, j'ai mis 4,5 sur 5 au premier, je mets 5 sur 5 au second. Je sais que d'habitude, la plupart des gens préfèrent le tome 1 au tome 2, mais franchement celui-ci, moi j'ai trop aimé. Ce qui me manquait au tome 1, c'était vraiment plus de développement au niveau de l'amour et de l'univers. Et bah, pour le coup, ce développement, je l'ai eu dans le tome 2. Alors j'ai toujours du mal à résumer Divine Rivals, vraiment, je pense que vous en entendez beaucoup parler, du coup je vais essayer d'être un petit peu floue parce que j'ai toujours trop du mal à résumer cet univers. Mais on est sur une guerre entre dieux, entre humains, et on va suivre deux journalistes, donc Iris et Roman. Et Iris, son frère, est parti à la guerre, elle va lui écrire des lettres, sauf que ces lettres vont arriver chez Roman, et un jour il va lui répondre. Et ils vont entamer une correspondance, lui il va savoir qui c'est, mais elle, elle saura pas à qui elle parle. Et pourtant ils vont se lier d'amitié, ils vont apprendre à se connaître, et ils vont aussi avoir un lien étroit avec la guerre, ils vont voir ce qui s'y passe, et bref, j'ai trop aimé. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur résumé pour vous le vendre, mais foncez tête baissée parce que de toute manière, je trouve que les résumés qu'on fait de cette duologie, ça rend vraiment pas hommage à ce qui se passe. Franchement, la romance dans ce deuxième tome, je l'ai trop aimé. Il se passe que des trucs que j'aime trop en fait, si vous voulez. Ils sont un peu moins, les personnages sont un peu moins ensemble que dans le premier tome, mais moi c'est ce que j'ai aimé.
c'est peut-être très grave. Et sinon on en apprend beaucoup plus sur l'univers. C'est pas l'univers de fantasy le plus développé que vous allez lire, mais il a quand même son charme et moi je l'ai adoré. Et puis en plus, cette édition est tellement belle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 2 de Divine Rivals et on est quand même sur une duologie que j'ai adorée. Donc j'ai très hâte que vous puissiez aussi lire ce tome 2 si jamais vous lisez pas en anglais parce qu'il était trop trop cool. Suite à Restless Wolves, j'ai continué dans mes tomes 2 de saga en lisant Nightbane qui est le tome 2 de Light Clark. Alors, je suis pas sûre qu'on voit très bien avec le jour mais en tout cas ils sont très très beaux, c'est les éditions collector. Et du coup pour Nightbane, j'ai bien aimé ce livre. Franchement, j'ai mis un petit peu de temps à me plonger dedans. Je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en même temps que mes partiels et le temps que mes partiels se terminent, c'était le temps que je me mette dedans ou si c'est juste le début qui était un petit peu long. Mais voilà, une fois que j'ai été plongée dedans, j'ai lu 300 pages en une journée. Vraiment, c'est pour vous dire à quel point c'était addictif. Du coup, pour le résumé de Light Lark, donc pour le tome 1, je vais pas vous spoiler la suite, on est sur de la fantasy avec une malédiction à résoudre. Donc 6 royaumes ont été maudits et chaque 100 ans, le souverain de ces 6 royaumes va se retrouver à Light Lark. Et là-bas, ils vont avoir, il me semble, 100 jours pour rompre la malédiction. Et en fait, il va y avoir une petite énigme à résoudre. Mais c'est pas tout. Pour rompre la malédiction, il va falloir qu'un des 6 souverains meure. Et si un souverain meurt, tout son peuple meurt avec lui. Donc autant vous dire que c'est un choix assez terrible à faire. Mais on était un peu sur ça, on suivait Isla qui était la souveraine du peuple des sauvages. On va continuer de la suivre du coup dans ce tome 2 et il va se passer plein de choses. Et dans ce tome 2, elle va devenir sacrément forte. Franchement, l'évolution était vraiment pas mal. Après, je l'ai beaucoup aimé quand même dans le tome 1. Mais je vais pas vous mentir, c'est le seul personnage que j'aime vraiment. Enfin, c'est le seul où on peut vraiment s'attacher puisque tous les autres sont pas trop développés, je trouve. L'autre chose qui fait qu'on n'est pas sur une saga coup de cœur, c'est la plume. Je pense pas que ce soit dû à la traduction parce que j'ai regardé la traductrice qui a traduit Light Lark, c'est celle qui a traduit les livres de Willy Schwab et franchement les livres de Willy Schwab sont très très bien écrits. Donc je pense que c'est plus par rapport à la plume originale. Mais c'est quand même un livre que je vous recommande. Si vous aimez un petit peu les univers de fantasy, très très bien fait. Parce que pour le coup l'univers est vraiment vraiment bien. Avec une quête, avec une malédiction et un triangle amoureux. Je pense que ça peut vous plaire. Dans ce tome 2, on en apprend quand même plus sur l'univers. Il va y avoir plein de nouvelles choses et il va y avoir aussi des petits flashbacks. Donc pour développer un peu plus quand même l'histoire des personnages. Et bah, du coup, j'ai bien aimé cette alternance qu'il y avait entre présent et passé. Pour ce qui est de l'intrigue principale, je l'ai bien aimé aussi, on en apprend plus du coup sur l'univers, comme je vous ai dit, mais j'ai vraiment été déçue de la dernière page. Vraiment, je vais vous dire, j'ai lu 300 pages d'un coup, et la dernière, voilà, j'étais assez déçue, mais je lirai quand même le tome 3 avec impatience. Du coup, après que j'ai lu Nightbane, j'avais envie de passer de la fantasy au contemporain. Et je me suis dit que j'allais lire Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, que je vais vous mettre juste ici, qui est un jeune adulte. Et enfin, moi, ça c'est pas quelque chose qui me dérange, le jeune adulte. Mais là, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'étais sûre que ça allait être un roman contemporain, avec de la romance jeune adulte, mais c'était un conte contemporain. Et du coup, bah, j'ai pas aimé. Pour le résumer, on va être dans un monde où les personnages vont tous travailler à l'usine et du coup on va rencontrer Beau et Ama qui travaillent à l'usine. Il y en a un qui travaille le jour et l'autre qui travaille la nuit et ils vont tomber amoureux juste en se croisant, en échangeant leurs postes. Ils vont tomber amoureux et c'est un peu un amour qui va détonner au milieu de cette ville où tout est plutôt monotone. Il va se passer quelque chose à l'usine, ils vont devoir s'enfuir et du coup on va suivre un petit peu leurs péripéties et à partir du moment où ils vont s'enfuir, c'est vraiment le moment où j'ai décroché. Déjà, pendant toute la première partie où ils travaillaient à l'usine, j'ai bien aimé. Il y a même un moment, je vous avoue, j'ai pleuré et tout parce que c'était trop bien écrit et leur amour était trop doux, il était trop puissant. Mais une fois qu'ils ont dû fuir, vraiment c'est le moment où on m'a perdue puisque c'est vraiment parti dans tous les sens, enfin comme un conte. Et moi les contes, à part Le Petit Prince, j'en ai pas aimé. Enfin, c'est vraiment pas du tout un genre littéraire qui me plaît beaucoup. C'est beaucoup trop... ça part trop dans tous les sens pour moi. Et je préfère les choses terre à terre. Même dans la fantasy, vous voyez, il va y avoir une intrigue politique, il va y avoir de la magie, mais tout, tout, tout est linéaire, tout se tient. Enfin,
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les contes, il y a aucun sens pour moi et vu qu'en plus je partais dans le but de lire une romance jeune adulte, avec du coup le coup de foudre, ils travaillent à l'usine, mais je pensais pas qu'ils allaient fuir en mode conte. Donc bref, je vous recommande pas trop Tant que nous sommes vivants, sauf si vous aimez les contes contemporains. Alors là, vous pouvez y aller. Mais si vous cherchez comme moi quelque chose de une romance ou quelque chose comme ça, je pense pas que ça va vous plaire, même si c'était très 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 bien écrit et très 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 poétique. Pour le coup, j'ai rien à dire de ce côté-là. Et c'est peut-être ce qui m'a fait tenir jusqu'à la fin du livre sans l'abandonner. Après, il était pas très gros, mais quand même. Du coup, j'ai été vraiment très déçue de cette lecture. Évidemment, il y a eu un problème dans mes rushs du livre que j'ai le moins aimé ce mois-ci. Du coup, je vous le retourne maintenant après avoir fini ma vidéo. Et j'espère qu'au montage, on verra pas trop la différence. Mais il s'agit de Darling in the Franxx, écrit par Kentaro Yabuki, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai lu les 2 premiers tomes sur 8, il me semble. Et j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout aimé. Je suis désolée si c'est votre livre préféré, mais alors là, on est sur un monde futuriste où il y a des monstres qui peuplent la Terre et du coup il faut des gens entraînés pour se battre dans des robots contre ces monstres et pour pouvoir conduire un robot. Donc les robots sont des Franxx, il faut être un garçon et une fille. Et nous on va suivre des enfants, c'est précisé dans le manga, qui sont élevés dans le but de conduire ces robots et on va plutôt suivre Hiro qui était destiné à être un leader et qui s'avère être très très nul, jusqu'au jour où il va conduire un Franxx avec Zirotu, qui est une fille plutôt mystérieuse. C'est la fille que vous pouvez voir, donc avec les cheveux roses. C'est une fille très mystérieuse et il y a une réputation qui la précède, c'est que tous les hommes qui ont conduit des robots avec elle sont morts. Et du coup, il va y avoir un peu cette chose que Hiro, il arrive à être fort qu'avec elle, et en plus, ils vont un peu avoir un truc ambigu entre eux, mais en même temps, bah, ils risquent de mourir. Et c'est un peu ça le plot, si vous voulez, et j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'était pas très expliqué, ça manquait vraiment d'explications. Après, j'ai lu que 2 tomes, mais j'étais plutôt perdue même dans les actions et tout. J'étais pas trop dedans, mais ce qui a fait que c'était horrible, c'est genre le fanservice, puisque les personnages féminins sont des enfants, je précise encore une fois, et pourtant, elles sont dessinées toutes nues. Genre, il n'y a pas besoin qu'elles soient toutes nues, elles pourraient très bien être habillées, mais non, elles sont dessinées toutes nues. Elles ont évidemment des corps de femmes parfait selon la société. Et elles sont là, toutes nues, elles se promènent, juste pour le plaisir de voir des femmes nues, enfin, du coup des enfants en plus. Du coup, enfin, j'ai vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout aimé cette partie-là. C'était très, très, très dérangeant. C'est vraiment malsain et je trouve ça très problématique de sortir ce genre d'œuvre. Enfin, c'est même pas une œuvre pour le coup, c'est juste un manga avec un fond d'histoire scientifique, juste sous prétexte de dessiner des femmes nues qui sont des enfants. Enfin, en fait, elles disent tout le temps qu'elles sont des enfants. C'est ça le pire. Du coup, j'ai pas aimé, je vous conseille pas, et j'ai pas envie de passer plus de temps sur ce manga-là. Du coup, là, c'était pour mes lectures personnelles du mois de mai. On va maintenant passer à mes lectures de cours. Donc pareil, j'ai pu prendre aucun livre avec moi, puisque tous mes livres de cours sont rangés dans mon appartement étudiant. Peut-être que vous les avez vus dans le fond de mes vidéos. Mais du coup, ça fait que je les ai pas repris pour vous faire cette vidéo. J'en ai 4 et je vais du coup commencer par celui que j'ai le plus aimé à celui que j'ai le moins aimé. Parce que, pareil que pour mes lectures personnelles, il y a eu du très bon comme du très mauvais. Je me remets sur le côté. On va pouvoir commencer avec un livre que j'ai adoré. Vraiment, j'ai terminé mon semestre en le lisant. Et d'ailleurs, en plus, je vous disais, quand je vous ai fait mon top 10 de mes lectures préférées que j'ai lues pour l'université, je vous ai dit qu'il y avait peu de chances qu'il y ait un livre qui rentre dans ce top 10 puisqu'il m'a resté que 4 à lire. Et celui-ci, il arrive en top 1. Vraiment, c'est mon livre préféré que j'ai dû lire pour l'université. C'était Le Menu d'Angibaud de George Sand. Donc je pense que vous connaissez tous George Sand puisque c'est une femme qui publie sous le pseudonyme d'un homme et c'est trop stylé, mais du coup on connaît, enfin j'avais jamais lu une de ses œuvres et je pouvais pas trop en citer. Et Le Menu d'un Gigot, c'est le premier livre que je lis d'elle et j'en lirai plein d'autres c'est sûr puisque j'ai adoré. On est sur une histoire de romance, donc il y a 2 romances qui vont se croiser, s'entremêler puisque tous les personnages se connaissent et sont amis. Et on est aussi sur un roman un petit peu socialiste, puisqu'on est sur une femme qui est noble, qui va se retirer à la campagne, et elle va se lier d'amitié avec un meunier, avec une fermière. Il va y avoir plein de messages, mais vraiment la romance, j'étais trop 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 à fond. C'était génial. C'est des amours impossibles, donc 2 amours impossibles qui vont s'entremêler. C'est super bien écrit. Enfin, en fait, c'est très très simple à lire. C'est pas du tout un classique
compliqué, qu'on va avoir du mal à deviner le sens des mots derrière les phrases et tout. Enfin, c'est très très simple à lire. Et pour moi, c'est vraiment la force de George Sand, puisque ça fait que j'ai lu ça comme si c'était un livre que je venais d'acheter, qui venait de sortir, et pas comme un classique. Et même si j'adore les classiques, c'est pas les livres vers lesquels je me tourne le plus facilement, puisque je sais que c'est pas le plus facile à lire, alors que là c'était trop trop bien. Et puis en plus, c'était une plume efficace. Moi j'avais toutes les émotions des personnages, j'avais tout le décor. Vraiment, si vous devez lire un classique à la fin de cette vidéo, ce serait celui-ci et Un cœur simple de Flaubert si vous n'avez pas envie de lire un livre de 400 pages. Suite à ça, j'ai lu une pièce de théâtre, donc c'était La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau. Alors là, on est sur une comédie, mais alors pour le coup, c'était une comédie. Elle était là pour faire rire, vous voyez, genre il n'y avait pas vraiment de gros messages derrière comme on pourrait avoir l'habitude avec Molière, mais c'était trop drôle. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu en même temps que regarder une adaptation, donc une pièce de théâtre. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en description. Mais je pense que si vous voulez vous intéresser un peu au comique, enfin au théâtre comique, sans forcément lire La Dame de chez Maxime, puisque ça fait quand même 300 pages et il y a plein d'idescalies, je trouve que l'adaptation était vraiment bien réussie. Le seul truc, c'est peut-être quand vous lisez le livre, sans regarder l'adaptation, vous allez peut-être vous mélanger dans tous les personnages parce qu'il y en a plein. Et c'est que du quiproquo. Donc en fait, l'humour, c'est quelqu'un qui croyait que quelqu'un c'était ça, mais c'est ce quelqu'un qui est lié avec quelqu'un d'autre. Et du coup, si on n'a pas tous les personnages en tête, la blague tombe à plat. Mais pour le coup, j'ai vraiment bien aimé cette pièce de théâtre. Et c'était vraiment très cool, en mode lecture de cours où je rigole. C'était pas profond, c'était pas avec des personnages ultra bien écrits qui vont nous faire réfléchir, mais c'était drôle. Et je pense que des fois, ça change et c'est suffisant. Et pour terminer mes 2 dernières lectures de cours, j'ai mis 1/5. Vraiment, on est sur de la rage. Du coup, le premier que j'ai lu, c'était Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Alors là, c'est pas un classique, c'est un livre qui a été publié il y a genre 10 ans. Et on est sur un récit autobiographique donc de Sylvain Tesson qui s'est exilé pendant 6 mois en Sibérie dans une cabane. C'était juste ça l'histoire et du coup, chaque jour pendant ces 6 mois, il va un petit peu écrire ce qui s'est passé, etc. Mais c'est un peu compliqué d'aimer un récit autobiographique quand on n'aime pas la personne qui l'écrit. Enfin, j'avais jamais lu de livre de Sylvain Tesson. Je savais qu'il était au centre de plusieurs polémiques, mais je pourrais pas vous dire lesquelles. Je savais juste qu'il était un petit peu critiqué. Et pour le coup, j'ai vraiment pas aimé cette personne ou le personnage qui se donne. Je saurais pas trop vous dire parce que en fait, c'est vraiment long. C'est très bien écrit, y a pas de souci, mais c'est très très long. Enfin, moi, je me suis ennuyée avec lui en fait pendant ces 6 mois en Sibérie. Il boit beaucoup. Il boit, il raconte ce qu'il lit parce qu'il a emporté plein de livres avec lui. Il raconte un peu ce qu'il voit autour de lui, mais il neige. Enfin, ça m'a pas du tout passionné. Genre, je me suis très très longuement ennuyée et j'ai vraiment pas accroché avec sa personnalité. Je trouvais qu'il était assez condescendant. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, ce sont Les Lettres persanes écrites par Montesquieu. Je pense que vous connaissez puisqu'il est au programme du bac de français, même si je l'ai pas lu à ce moment-là, mais il est plutôt connu en réalité, je trouve, dans tout ce qui est littérature des Lumières. Et j'ai pas trop aimé. Je sais que c'est un livre très très important et vraiment je ne nie pas du tout sa force et son impact. C'est un livre qui va dénoncer plein de choses qui sont encore d'actualité et qui va vraiment dénoncer en fait les états violents qui règnent juste par le chaos et par la peur. Et cet aspect-là était très bien fait, mais c'est juste que c'est très très long à lire et c'est en fait des lettres qu'on va suivre, que le personnage principal va être exilé, il va être loin de son pays donc lui, il était perse et il va partir dans l'Occident et il va écrire des lettres. Et du coup, on va suivre ces lettres, on va suivre les lettres qu'on va lui envoyer, les lettres que les gens qui sont liés à lui envoient, enfin plein de lettres. Et c'était plutôt long, c'était souvent les mêmes choses qui étaient dénoncées, même si c'était très important. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect du sérail, puisque c'est un personnage qui va avoir plein de femmes. Et du coup, j'ai bien aimé ce qui se passe là-bas, genre les femmes qui vont se rebeller parce qu'elles étaient enfermées, etc. Et après, j'ai bien aimé l'étudier, puisque c'est une œuvre vraiment très très intéressante. Mais pour la lire, comme ça, genre d'un bloc, comme un roman, j'ai pas trop aimé. Du coup, c'est un livre que je reconnais sa force, mais pour ce qui est de mon avis, de mon expérience de lecture, j'ai pas aimé. Donc, évidemment, il vaut pas 1/5, mais mon expérience de lecture, c'était 1/5, vous voyez. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, je suis plutôt contente de mon mois de mai, puisque j'ai lu tous les livres qui me manquaient, tous mes livres de cours qui me manquaient pour mes partiels. D'ailleurs, j'ai tout passé, j'ai fini ma licence. J'ai plus les 2 cours à lire, du coup ça pour ça je suis trop contente.
Mais j'ai aussi pu continuer mes sagas en cours, donc je pense que vous voyez pas Light Lark, mais j'ai pu continuer mes sagas en cours et ça c'est très très cool. Là, j'ai plus qu'à passer mon été à vider ma palle, donc quel plaisir. Mais en vrai, je suis trop contente d'avoir pu vous présenter tous ces livres. Le mois de mai, c'est le mois où j'ai le plus lu, puisque j'ai lu 10 livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait plein de livres de plein de styles différents et des avis aussi bons que très mauvais, mais j'espère que voilà, vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aussi aimé vos lectures de mai. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois de juin et j'ai très hâte de vous retrouver fin juin pour vous montrer tous les livres que j'ai lus d'ici là. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!